Première constatation, les frères musulmans ont tissé en France un important réseau d'implantation. On va commencer par les lieux de culte. 139 lieux de culte affiliés aux musulmans de France, qui est la principale émanation des frères musulmans en France. Ils le contestent d'ailleurs aujourd'hui, ils ont réagi à ce rapport. Plus 68 considérés comme proches de la fédération sur 55 départements. Ça veut dire 7% des lieux de culte musulmans en France et 10% de ceux qui ont ouvert entre 2010 et 2020. En moyenne, 91 000 fidèles le vendredi. Les lieux de culte, mais les associations aussi. 280 sont attachés à la mouvance selon le rapport dans de nombreux domaines, culturels, caritatifs, scolaires, professionnels, jeunesse ou encore le secteur financier. Et puis il y a bien évidemment l'une des cibles de cette organisation, le secteur éducatif. Oui, c'est d'ailleurs ce qui la différencie des autres branches européennes. 21 établissements sont identifiés comme liés à la mouvance frériste. Pour 4200 élèves, on peut citer le lycée Averroès de Lille, dont la justice a rétabli le contrat d'association avec l'État. Le gouvernement va faire appel. La préfecture du Nord avait évoqué des manquements graves aux principes fondamentaux de la République. Ou encore le lycée Al-Kindi près de Lyon, 608 élèves, l'une des fondations principales de la mouvance du Rhône, avec la mosquée de Villeurbanne, précise le rapport. La préfecture pourrait aussi engager des procédures à son encontre. Regardez ce que dit le rapport. L'investissement des frères musulmans dans le secteur éducatif se déploie dans un contexte d'augmentation continue des atteintes à la laïcité recensées en milieu scolaire, alimentées par l'activité des prédicateurs en ligne, des prédicateurs Christophe 2.0, qui sont aussi une porte d'entrée pour la jeunesse et contre lesquels les moyens sont très limités. Regardez ce que dit aussi ce rapport. Ils sont devenus le lien entre les idéologies islamistes et les jeunes francophones européens. Le rapport décrit aussi et surtout le développement d'un écosystème au plan local dès les années 1990 dans des quartiers paupérisés en répondant à des besoins de la population. Regardez, les responsables, souvent des militants aguerris, entrent en interaction avec la commune pour faire progresser leur position. Des normes sociales, voile, barbe, vêtements, respect du jeûne du Ramadan s'imposent ça et là à mesure que l'écosystème se solidifie. C'est une stratégie d'implantation qui s'appuie sur la dissimulation, sur la quête de la légitimité et la dénonciation de l'islamophobie. Merci beaucoup Sylvia pour toutes ces précisions. Dominique Régnier était ce matin l'invité de LCI. Je propose d'écouter ce constat. Ce sera d'ailleurs le départ de notre débat sur ce fléau et ce rapport sur cette organisation des frères musulmans. Écoutons-le. Je considère qu'il est intellectuellement juste de voir dans cette interprétation de l'islam un troisième totalitarisme. Nous avons connu l'âge nazi, l'âge communiste. Il y a un problème avec cette organisation-là. L'État s'en saisit, le président de la République s'en saisit, le ministre de l'Intérieur s'en saisit. C'est important. Et la France, je veux le dire, est une cible particulière parce que notre système fondé sur la laïcité est une espèce d'obstacle. Parce que nous ne refusons pas les religions. Nous demandons aux religions de se tenir dans leur circonscription et de respecter les lois de la République. Nous sommes au fond un système qui, si jamais il vacillait, voire s'il tombait, serait une très grande victoire pour les islamistes. Michael Prazan, notre République est-elle menacée? Je reviens tout simplement parce que vous êtes écrivain, réalisateur, auteur des Frères musulmans enquête sur la dernière idéologie totalitaire. C'est ce que vient de dire Dominique Régnier. Oui, c'est tout à fait juste. Il n'y a qu'à lire le programme en 50 points de Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie en Égypte, en 1936, pour se rendre compte que c'est la fabrication d'un totalitarisme, d'une dictature islamique. Alors évidemment, on retrouve les obsessions, disons, des frères musulmans, et au premier rang desquels Hassan al-Banna, c'est-à-dire l'absolue étanchéité entre les sexes et l'absence de toute mixité, une obsession sur le voilement des femmes et sur les femmes en général. Il y a énormément de marqueurs qu'on va retrouver qui n'ont pas bougé depuis cette époque-là, mais il y a une influence. On pense souvent que les frères musulmans, la seule source de leur influence, c'est l'islam, et un islam effectivement très rigoriste, salafiste, littéraliste. Non, il y a aussi des influences étrangères, et celle du fascisme n'est pas des moindres. Il va construire son parti à l'exemple des partis fascistes européens. Il sera lui-même d'ailleurs financé en partie par le parti nazi dans les années 30, notamment pour construire son appareil secret, c'est-à-dire l'organe clandestin et terroriste, au-delà de la devanture politique
politique et officielle du mouvement. Donc tout ça est absolument justifié. Les bases, la genèse, Mohamed Sifawi, ce qui nous intéresse, c'est ce que dénonce d'ailleurs ce rapport, enfin cette alerte dans ce rapport, c'est l'entrisme, c'est cette façon de se dissimuler parfois et de gangréner, et Sylvia nous l'a rappelé, toutes les couches de notre société, ce qui fait aujourd'hui notre démocratie. Alors si vous voulez, le point le plus important dans ce rapport, et j'espère qu'il ne passera pas inaperçu, Sylvia l'avait évoqué rapidement, c'est la question non pas des lieux de culte en tant qu'élément statistique seulement, ce n'est qu'une indication, ce sont plutôt les écosystèmes qu'ont réussi à mettre en place les frères musulmans, notamment là où se sont érigés durant ces 40-50 dernières années, des ghettos ethno-religieux. Ces écosystèmes leur permettent, au-delà du lieu de culte, d'avoir un ensemble qui est constitué d'une économie qui leur permet de financer leurs activités, d'écoles, qui leur permet d'endoctriner, de miser sur la jeunesse, sur l'enfance, parce que ça a toujours été une obsession depuis le programme de Hassan al-Banna chez les frères musulmans. Il ne faut pas oublier que Hassan al-Banna était lui-même enseignant, que ses fameux et fumeux petits-enfants, Annie et Tariq Ramadan, ont commencé leur sinistre carrière dans l'enseignement, que beaucoup d'autres figures de l'islam politique européen ont touché à un moment ou à un autre l'enseignement. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que justement dans la stratégie de réislamisation, c'est à la base de la société en fait, et à son avenir, c'est pour ça que c'est dangereux. Et évidemment à côté de ça, évidemment toute la mainmise sur un ensemble d'associations locales, culturelles bien sûr, mais aussi sportives. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux parce qu'on est malheureusement dans un pays de sectarisme, de dogmatisme, on est dans un pays où on ne sait pas débattre calmement des choses de façon documentée. Tout le monde s'excite à partir de... On peut parler de l'islam, on peut parler de radicalité et pas forcément d'être taxé d'islamophobe. D'abord, on est dans une démocratie où heureusement on peut parler de tout, mais on peut parler de tout calmement, de façon documentée. Ce rapport est très intéressant parce qu'en définitive, il valide ce que nous sommes quelques-uns à rappeler depuis maintenant 20-25 ans. Il y a d'énormes publications qui sont tout aussi documentées. J'ai participé modestement à cela, notamment à travers un livre qui est paru en 2019, qui parlait justement de l'entrisme des frères musulmans, Takia, et toute cette stratégie qui visait justement à toucher les médias. Takia, pour nos téléspectateurs, c'est cette façon de se dissimuler, de ne pas apparaître au grand jour. Et au final, cette question d'écosystème s'est poursuivie ces dernières années avec des alliances contre nature, avec des élus et des responsables politiques. Et c'est là où la boucle a été bouclée, c'est-à-dire que c'est un courant de pensée, oui, je pense totalitaire, qui a réussi à gangréner les esprits de plusieurs couches de la société, des milieux populaires, jusqu'à une partie des élites politiques et intellectuelles, et évidemment les universités. Ça c'est intéressant. Nathalie Goulet, donc je rappelle que vous êtes sénatrice Antisse de l'Orne, vous êtes co-rapporteur d'un rapport au Sénat en 2016 déjà intitulé « De l'islam de France à un islam de France ». Il ne faut pas, on le dit souvent, mélanger, parler de l'islam et parler d'islamistes. Là on a véritablement affaire à des islamistes. Il y a derrière une volonté, une idéologie. L'idée, c'est de faire de l'entrisme, c'est de gangréner. Le but, c'est d'instaurer un califat et d'instaurer la charia. Bon, je partage ce qui vient d'être dit. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire M. Sifawi. Je reprenais la citation exacte d'Antoine Sfer qui appelait ça les réseaux d'Allah. Et je pense qu'on est dans le cheval des associations, le milieu associatif est devenu le cheval de Troie de ces frères musulmans. Et je pense qu'effectivement, il y a un problème sur lequel les uns et les autres, nous nous sommes penchés de nombreuses reprises. Il y a eu plusieurs rapports au Sénat, plusieurs questions d'actualité. C'est pas quelque chose qu'on a ignoré. Mais moi, je voudrais à ce stade rendre hommage à la qualité des auteurs, parce que ce qui est aussi important, c'est qui a rédigé ce rapport. Donc vous avez, il y a un diplomate. Vous avez François Gouillette, qui est un fin connaisseur du monde musulman, qui est un bon arabisant et qui a été ambassadeur dans de très nombreux pays, et puis un préfet. Donc la qualité des auteurs... Il y a plus d'un an de travail quand même. C'est un rapport, il faut le dire, qui a été commandé en 2024, je crois, 2024 par Gérald Darmanin. Il a été remis il y a un certain temps, mais la dissolution, etc., a fait qu'il n'a pas pu être examiné, plus le budget, enfin il y avait d'autres
priorité que celle-là. Donc là, ça tombe à un moment de calendrier. Voilà. Mais la qualité des auteurs oblige en plus à regarder ça d'un œil tout à fait particulier, parce qu'on n'a pas affaire à des gens inconscients ou qui ne connaîtraient pas le sujet, mais à une qualité d'auteur qui nous oblige à être extrêmement vigilants à ce qui est écrit, qui doit être probablement au trébuchet. Moi, je fais tout à fait confiance à ces auteurs, et donc j'attends avec impatience les mesures qui vont être proposées. Alors on va parler des mesures si tant est, parce que tout à l'heure entre nous on parlait de la volonté. La volonté est importante. Pourquoi Guillaume Laganne non pas ce réveil tardif, puisque et autour de nous sur ce plateau certains le dénoncent depuis longtemps, mais pourquoi cette perméabilité à ce genre d'organisation? Parce que justement on est une démocratie, parce qu'on a des valeurs qui ne sont pas les leurs? Oui, enfin, fondamentalement, la France étant une démocratie libérale, elle ouvre la possibilité à toutes les opinions de s'exprimer, y compris les opinions qu'on n'aime pas. Et celle de l'islamisme radical, dont les frères musulmans sont une expression, en fait partie. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que c'est toujours évidemment important de regarder la situation de la France vis-à-vis de cette mouvance. Mais elle a aussi, Mickaël l'a un petit peu dit tout à l'heure, elle a quand même une dimension transnationale et régionale qu'il ne faut pas oublier. Les frères musulmans sont nés en 1928 dans le contexte très particulier de l'Égypte. À l'époque, c'était un pays qui était dominé par les Britanniques. Et le mouvement était bien sûr islamiste, mais il était aussi nationaliste. Il y avait un rejet de l'Occident qui se traduisait par le rejet du Royaume-Uni. D'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'il faut aussi replacer l'influence du fascisme qui a été observée chez d'autres mouvements nationalistes arabes ou ailleurs. Deuxième élément, et j'en termine là-dessus, dans le monde aujourd'hui tel qu'il existe, le monde musulman, vous avez quand même une extrême complexité du mouvement des frères musulmans, parce qu'il faut voir ça comme une espèce de racine. Vous avez certains pays d'ailleurs qui considèrent les frères musulmans comme des terroristes. Alors oui, mais justement, je vais dire, vous avez les deux. Vous avez des pays qui interdisent le mouvement des frères musulmans en le qualifiant terroriste, les Émirats arabes unis, plus globalement l'Arabie saoudite, parce que dans les frères musulmans, il y a cette dimension radicale, mais il y a aussi... L'Autriche aussi. La Jordanie récemment. Oui, mais il y a aussi une dimension contestataire des pouvoirs établis, des monarchies traditionnelles, qui fait très peur aux monarchies du Golfe. Et d'ailleurs, je le dis en passant, l'œuvre d'Al-Banna a été traduite en persan par M. Khomeini. Donc il y a eu aussi une influence sur la révolution iranienne, qui est dans un contexte différent. Et le deuxième élément, c'est que vous avez aussi, il faut quand même le dire, c'est ça qui rend le phénomène complexe, parce que sinon ça serait facile, ce serait un groupe terroriste, ça serait Al-Qaïda, tout le monde serait d'accord. Les frères musulmans, c'est aussi l'AKP en Turquie, Ennahda en Tunisie, et même les frères musulmans en Tunisie, c'est-à-dire des mouvements qui ont participé aux cycles électoraux et qui, dans le cas de la Turquie, sont au pouvoir. Alors, on est avec Florence Bergeau-Blecker. Merci beaucoup d'être avec nous, docteur en anthropologie, présidente du Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, auteur de Frérisme et ses réseaux, l'enquête, aux éditions Odile Jacob. La menace est à ce point palpable. Il y a un rapport aujourd'hui que certains disent explosif. D'autres, depuis des années, dénoncent ce qui est un fléau qui sape, qui gangrène notre société. Il était temps de se réveiller. Est-ce que ce rapport va ouvrir les yeux des autorités, des Français même, sur ce qui peut se tramer parfois à quelques dizaines de mètres de chez soi ? J'allais dire oui, surtout si vous, les médias, vous jouez les jeux. Vous avez deux très bons spécialistes de ces questions de l'islamisme et des frères musulmans sur votre plateau. C'est bien, il en faudrait davantage. En tout cas, il faudrait peut-être qu'on ait davantage la parole. Maintenant, je pense que sur les frères musulmans, on connaît énormément de choses, sauf sur les frères musulmans en Europe. Question tabou par excellence, qui n'est pas abordée dans les universités. Lorsque mon livre est sorti en 2023, il a eu un effet assez choc, on peut dire, dans l'université. Ensuite, des menaces qui m'ont conduit à être placée sous protection policière. Je le suis toujours. Donc, l'université fait bloc. Pourquoi? C'est assez simple. Ça fait partie de la stratégie des frères musulmans de s'en prendre immédiatement aux universités et aux écoles dès qu'ils arrivent quelque part. Donc voilà, maintenant il va falloir se mettre au travail. Ce rapport est à mon avis très complet, il est même exceptionnel, c'est un tournant. Il y aura certainement des mesures qui vont être prises, mais je crois que la première d'entre elles, c'est l'information. Il faut absolument informer les citoyens français de cette menace qu'on dit hybride, mais qui est une menace psychologique et qui s'infiltre en fait dans tous les secteurs. Il ne faut plus la minimiser, il faut arrêter aussi de taxer d'islamophobes ou d'extrême droite tous les gens qui en parlent. On fait notre travail. Moi, j'ai fait mon travail au CNRS.
voilà, qu'on prenne au sérieux cette menace. C'est peut-être ce que le rapport va faire. C'est déjà une très bonne chose. Alors, il y a quelque chose de très important dans ce que vous dites, c'est que, et le rapport, je crois, le dit, c'est que c'est aussi une façon de protéger les musulmans, de ces gens, ces frères musulmans. Et ça, c'est important, c'est-à-dire, il n'y a pas de clivage. Il ne faut pas qu'il y ait de clivage dans notre société, quelles que soient les religions, pour pouvoir lutter contre ces groupes terroristes. C'est très important, et on voit bien d'ailleurs les arguments d'une certaine gauche, dire qu'il ne faut pas tout confondre, etc. Et c'est précisément ce que nous ne faisons pas. Quand je parle du frérisme, c'est-à-dire de l'idéologie des frères musulmans, je ne parle pas des musulmans en général. Donc bien sûr, les premières victimes, on le dit, on le répète, des islamistes et des frères musulmans sont les musulmans. Donc il faut pouvoir les protéger, mais aussi, il ne faut pas qu'ils soient enfermés dans cette espèce de bulle qui leur fait croire qu'il y a une islamophobie d'État, qu'ils sont des victimes, etc. Il faut les sortir de là. Et pour ça, malheureusement, on a une bonne partie du champ politique qui joue un jeu extrêmement négatif en leur faisant croire qu'ils ne sont pas aimés de la France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, surtout d'avoir pris entre deux avions le temps de nous parler. Mohamed Sifawi, ouvrir les yeux, c'est bien, la volonté, c'est bien. On disait tous au début de cette émission, il va falloir le faire et c'est beaucoup plus compliqué. Comment on lutte contre cet entrisme, contre cette gangrène ou cette volonté de gangréner notre société ? Je pense que, même évidemment, nous sommes en démocratie, toutes les expressions ont droit de s'exprimer, mais sur des sujets stratégiques, d'ailleurs le sujet ce n'est pas par hasard s'il est traité en Conseil de défense, il doit y avoir un minimum de consensus. Je pense que chez nos élites politiques, le problème majeur aujourd'hui, c'est l'incapacité à trouver un consensus minimaliste, y compris sur des sujets stratégiques qui touchent à l'avenir et du modèle de société, de la nation et évidemment de la sécurité nationale. Parce que, je le dis, il y a des irresponsables aujourd'hui qui sont élus et qui sont dans des assemblées parlementaires. Et je pense notamment aux gens de la France insoumise, mais ils ne sont pas les seuls, qui viennent systématiquement essayer justement d'amplifier la propagande islamiste et la diabolisation de toute personne qui ose s'exprimer, non pas sur les musulmans, non pas sur l'islam, quoiqu'on aurait le droit, en vérité. Comme sur toutes les religions. On aurait le droit, comme sur toutes les religions. Mais ça, ce n'est même pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est sur ce que feu Abdelwahab Medeb qualifié de la maladie de l'islam. Parce que cette maladie de l'islam, qu'est l'islamisme, en vérité, quand on voit avant qu'elle ne représente une menace stratégique pour l'Europe et l'Occident, elle a représenté une menace stratégique pour les musulmans et elle a tué des musulmans. Donc historiquement et statistiquement, nous savons que les musulmans ont été les premières victimes de cet islamisme. Observez cette anomalie aujourd'hui lorsqu'il y a un rapport comme celui-ci qui sort, qui s'en offusque. Évidemment les concernés. Musulmans de France a fait un communiqué hier dans la minute qui a suivi, toujours en reprenant ses antiennes sur des positions victimaires. Et en seconde position, la France insoumise. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que ce rapport aussi dénonce le fait qu'il n'y ait pas d'autorité qui puisse gérer l'islam et que ces organisations s'en servent, jouent parfois les divisions, jouent un camp plutôt qu'un autre. C'est fondamental. Et d'ailleurs, la première chose qu'ils font, en général, quand ils s'installent quelque part, ils sont aujourd'hui présents dans plus de 80 pays dans le monde, c'est de balayer et de faire disparaître toutes les autres chapelles concurrentes qu'ils font en France de l'islam. Ils l'ont fait dans les années 70 en Égypte et puis dans le monde arabe, qui a été vraiment balayé par un vent d'islamisme qu'ils ont suscité. Et ils se sont installés, évidemment, ce sont des clientélistes pragmatiques, dans les anciennes banlieues rouges françaises dans les années 80. Et ils ont remplacé ce que faisait le Parti communiste, c'est-à-dire l'aide sociale, l'aide à l'enfance, les différents services que pouvait fournir, y compris d'ailleurs idéologiques, le Parti communiste. Avec notamment maintenant un accès aux nouvelles technologies qui rend sa propagande, sa diffusion beaucoup plus importante. Alors il y a ce mot d'islamophobie sur lequel on pourra revenir, mais voyez bien que lorsque ils ont commencé à sentir, disons, en tout cas à attirer les services de l'État sous Nicolas Sarkozy, ils ont changé de nom. C'était l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, et très intelligemment, ils se sont renommés musulmans de France. Autrement dit, ils se sont accaparés une forme de bouclier pour dire l'islam c'est nous, les musulmans c'est nous, c'est-à-dire que tous les autres n'existent plus, et ils ont imposé
imposer au fond leur vision extrêmement fondamentaliste et dangereuse de l'islam. Et de cette manière-là, dès lors qu'on critique certaines pratiques islamistes notamment, ils peuvent dire attention, vous attaquez les musulmans. Et donc tout ça, c'est des stratégies qui fonctionnent très bien dans les pays où les musulmans ne sont pas majoritaires.